Aujourd'hui, on va parler en fait des découvertes des 3 types d'hypnose. Donc il y a 3 types d'hypnose. La première, c'est classique, c'est l'hypnose de spectacle notamment. On la retrouve aussi en hypnose médicale et en hypnose de rue. La deuxième, ça va être l'hypnose ericksonienne. Dans l'hypnose ericksonienne, donc on va voir en fait des différences et qui sont plutôt à vocation thérapeutique. Et la dernière, ma préférée, c'est la conversationnelle. Alors pour ceux qui me connaissent, c'est celle qui est la plus fouine en version positive. C'est ce que vous avez vécu un peu la dernière fois. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'hypnose classique? Personne? Enfin, juste en tant que spectateur. Hein, mais pas... D'accord, donc vous avez tous vu un spectacle d'hypnose. La question c'est, est-ce que vous y croyez totalement? Est-ce que c'est possible d'hypnotiser sur un claquement de doigts et de dire « dors » ? Bah oui, bien sûr. Donc on va voir comment ça fonctionne. Étienne, il sait que c'est possible. Rien qu'en claquant des doigts, ça pourrait lui rappeler des expériences qu'il a envie de vivre. Parce qu'il a déjà vécu l'hypnose classique. Donc il sait que sur lui, ça marche. C'est ça. Tu t'es collé les doigts. Alors quand on dit hypnose classique, c'est un type d'hypnose qui est très autoritaire, très directive. Et donc il faudrait faire un petit peu preuve d'autorité. Bah là, vu comme je suis habillé, alors on m'a dit plutôt à la cool classique. Donc là, en fait, je ne ferai pas peur. Une preuve d'autorité plutôt sympa dans le lien, non? Vous êtes d'accord? Je suis plutôt sympa et bienveillant dans le lien. Donc on peut se sentir rassuré. Ce que je vais faire, alors prenez quand même des photos, bah, c'est rare. Prenez vraiment des photos. Je vais m'habiller pour l'occasion. Je ne sais pas si ça va avec la chemise, on s'en fout, parce qu'en fait, je vais en avoir 3 de vestes de costard. Est-ce que maintenant, ça change ma posture? Madame la RH. Vous me recrutez comme ça? Bon, le bleu avec le blanc et le... Je ne recrute pas sur le style vestimentaire. Mais... Vous recrutez sur quoi? La compétence? Sur la compétence. Ah. Et les talents? Aussi. Est-ce que vous recrutez ou est-ce que vous avez pensé à recruter sur les valeurs? Bien sûr, on en tient compte. Ouais. Vous savez que les valeurs, c'est le plus important au-delà des talents de la personne. C'est ce qui permet de donner du sens dans une entreprise et de permettre que les gens dans l'entreprise ou dans la vie se sentent plus heureuses. Vous savez qu'on a 4 émotions bases. La première, la joie. La deuxième, la tristesse. La colère et l'amour. C'est vraiment un mot. Ouais. Et la peur. Donc joie, tristesse, colère, peur. À chaque fois qu'on va toucher une de vos valeurs, il va y avoir un petit mouvement de réaction qui va faire colère, peur, tristesse. Quand vous êtes en accord avec vos valeurs, il y aura joie. Qu'est-ce qu'il est bon de travailler dans cette entreprise? Qu'est-ce qu'il est bien d'être dans cette entreprise bienveillante? Qu'est-ce qu'on se sent bien dans cette salle? Prêt à rentrer sous hypnose? Totalement en confiance. En fait, ce que vous avez besoin pour fonctionner, c'est quelque chose en accord avec votre valeur. Vos valeurs, pardon. Donc ça pourrait être par exemple le respect, la bienveillance. Qu'est-ce que vous avez besoin d'autre, vous, pour fonctionner en termes de valeurs? Sécurité. Donc la sécurité que je mets dans cette conférence, puisqu'il va y avoir de l'hypnose, prenez exclusivement ce qui est bon pour vous. Je le dis pour vous consciemment, mais aussi pour votre inconscient. Vous prenez que ce qui est bon pour vous. Si je le répétais une fois encore, c'est parti, vous prenez que ce qui est bon pour vous. Ça va? Est-ce que vous avez besoin d'autre chose que je n'aurais pas dit pour l'instant? Non? Alors, l'hypnose classique, il faudrait être un petit peu sérieux. Donc je le mets, moi normalement c'est plutôt mariage, événement atypique où je veux marquer le coup, enterrement, moyen. Donc du coup pas trop habitué au costard. Et dans une ancienne vie, on me demandait de le mettre dans une grande boîte. Il faut être sérieux, quand on est ingénieur, responsable, management, dans cette boîte en tout cas, on me disait il faut le mettre Bertrand, et tu te forces un peu. Moi, je me suis forcé, je l'ai mal vécu. Du coup, à un moment donné, qu'est-ce que ça a fait au niveau de mes valeurs? Parce qu'en fait, on m'a imposé un truc. Comment j'ai réagi? Joie, peur, colère, tristesse. Attends, tu me verras bien dans la tristesse. Okay. Ça pourrait être la colère ou la tristesse. Si quelqu'un est rebelle, qu'est-ce qu'il ferait? En fait, il dirait non, chef, j'ai pas envie. Vous avez déjà vu ça arriver dans des boîtes ou dans des groupes. Et bien en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même les rebelles, vis-à-vis de l'hypnose, ils sont aussi gagnants.
même quand on est un hyper résistant vis-à-vis de l'hypnose, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on est cartésien qu'on ne rentre pas en état d'hypnose. Ça n'a rien à voir. Même quand on est en fait plutôt dubitatif, qu'on ne sait pas exactement où on va, au bout d'un certain temps, même le rebelle avec toutes ses résistances, ben en fait, il a aussi envie de lâcher prise. Hein. On est tous égaux vis-à-vis de ça. Vous êtes d'accord? Là, je n'essaie pas de vous forcer. Hein. Si vous voulez dire non, vous pouvez encore. Hein. On est d'accord? Hein. Ouais. Vous êtes d'accord aussi au niveau des RH? Donc du coup, j'ai mis ma veste. Si je voulais me la jouer, Monsieur Mesmer, pas le Mesmer qu'on connaît qui claque des doigts, actuel, mais le premier, à l'origine de tout, presque. Parce que vous savez que l'hypnose, on la connaît depuis les Égyptiens. Vous saviez? Les chamans. Les chamans, ils n'avaient pas la veste de costard. Hein. Par contre, qu'est-ce qui représentait le chaman avec, il faut imaginer, les plumes, la tunique, je sais pas, des pattes de, je sais pas quoi, de poulet, de lapin, je sais pas, ils faisaient une collection peut-être. À quoi il servait en fait dans la tribu le chaman? L'expert en suggestion. Ah, là, je t'ai touché, non? C'est la patte de poulet, non? À quoi il servait? Qu'est-ce que c'était sa fonction dans le groupe, le chaman? Ça pouvait être le psychothérapeute, ça pouvait être celui qui expliquait l'inexplicable, le lien à la nature, les récoltes, les moussons, les drames, et celui qui aussi influençait dans le lien. C'était peut-être le guérisseur. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y en avait deux dans la famille des chamans. Il y a eu le sorcier, il faut imaginer avec la pustule et tout, avec le grimoire, imaginons. Hein. Et lui, il faisait les sorts, et l'autre, parce qu'il faut faire bosser, il fabriquait le trou, et l'autre, en fait, il le rebouchait. L'un n'allait pas sans l'autre. Mais il faut comprendre que dans la tribu, ceux-là, en fait, on en avait un petit peu. La trouille. En fait, ils avaient un pouvoir d'influence assez grand. Et ça, c'est les premières fonctions, en fait, qui avaient de l'influence dans la tribu et qui posaient des suggestions. Après, on accélère le temps. Période des pyramides. Qui c'était l'hypnotiseur à l'époque, à votre avis? Le grand prêtre. Le grand prêtre. On imagine avec, c'est pas un sphinx, parce que ce serait dur à faire en béton, mais c'était peut-être des têtes de serpent. Vous avez déjà vu, avec le grand truc. Il arrive avec la toge. Et tout ce qu'il dit, c'est parole. De quoi, d'ailleurs? Et c'était parole de quoi? Il croyait à quoi? Parole divine. Allez hop. Donc lui, en fait, déjà, il était dans l'hypnose, dans la suggestion, et c'était en fait encore une autorité. Toujours pas de costard. Puis après, on arrive à quelqu'un d'impressionnant. Le premier, 1779. Le premier et le vrai, Franz Anton Mesmer, médecin allemand, qui lui dit, l'hypnose, ça existe. On parle d'hypnose classique et il dit, il y a un fluide animal. Une fois que tu as posé ça, c'est le premier scientifique qui pose ça. Il dit, je vais m'approcher d'une dame ou d'un monsieur, je lui fais un petit coup de passe magnétique avec des aimants. Coup de bol pour l'époque, ça marche. Rappelez-vous la théorie des 20%. Hein. Il y a 20% en fait, de personnes qui vont être réceptives à ce type d'hypnose, en termes de proportion, plus l'effet domino. Il vient avec ses aimants, il fait ça, la personne elle plonge. Et il lui dit de faire ce qu'elle veut, ou ce qu'il veut, lui plutôt. Donc ça, c'est Mesmer. Vous vous rappelez qu'il y en a un autre qui a pris ce nom, qui fait du spectacle. Ça veut dire que dans l'inconscient, ce premier monsieur qui était médecin, principe d'autorité, il y a quelqu'un qui est peut-être son fan ou inspiré, qui fait du spectacle, qui a récupéré le nom de Mesmer aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un ancrage. Peut-être que c'était le premier like qu'il a posé, quoi. Un like d'outre-tombe. Après, si on va plus loin, on en prend un autre dans les principes d'autorité, toujours pas de costard. Hein. Et on parle de médecin. Et là, on va parler en fait de l'abbé Faria. Donc l'abbé Faria, pour ceux qui connaissent le comte de Monte Cristo, dans l'histoire, lui se retrouvait sur le château d'If. Et donc il était influent aussi, dans l'histoire. Par contre, lui, en fait, c'était donc quelqu'un qui avait vécu en Inde, un prêtre, et ce qu'il faisait, c'était l'imposition des mains, pour imposer les guérisons. On le retrouve dans le livre sacré. Là, je parle de la Bible. Imposition des mains, il chassa les démons. Sur le principe de l'hypnose, on pourrait dire que c'est de la suggestion. Donc là, on a un autre principe d'autorité. On est passé du chaman, on est passé par le grand prêtre, c'est ça? Avec le grand bâton. On est passé par le médecin, on arrive à l'abbé Faria, et après on arrive à Brede, un Écossais. Vous arrivez à imaginer un Écossais? Vous savez à quoi on différencie les vrais Écossais des faux? Quoi? J'aime bien quand Jean-Baptiste il parle à voix haute. Un vrai Écossais, il a un accent.
Alors là, ça me permet de rebondir sur un autre type d'hypnose, c'est que quand vous riez, ça va apaiser tout ce qui est défense. On ne peut pas rire et résister, on est d'accord? Donc quand vous vous détendez, je vous le dis, il y a de la place pour les suggestions derrière. Donc si le gars, il faisait en plus exprès, de manière calculée, de faire une blague carambar au milieu, c'est un hasard. James Braid, lui, est donc médecin, et il s'occupe en fait de tout ce qui est plutôt champ de bataille, anesthésie d'origine un petit peu les problèmes médicaux. Il fait des anesthésies par point fixe, c'est-à-dire qu'on observe, on fixe une lampe ou un doigt ou les yeux de quelqu'un pendant un certain temps. Et qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez peut-être vécu. On rentre en transe. Et lui, il pratiquait ça, et après, on va couper dans le vif, quoi. Donc c'est le premier qui faisait des anesthésies. Et ce qu'il parlait aussi, donc il s'était aperçu d'autre chose, là on n'était plus dans le fluide magnétique, le fluide magique, il s'est aperçu qu'il y avait un lien entre le thérapeute et le client, le patient et le thérapeute. Il y avait quelque chose qui se jouait. Et là, il était déjà en train de l'intuiter. Puis après, on arrive encore à la French Touch. Ambroise Auguste Liébaud, petit médecin de campagne, français, rebouteux. Et là, lui, il pratique l'hypnose à foison. Il a des bons résultats. Et puis, il a son pote, Hippolyte de Bernheim, qui est prof à l'école de Nancy, en parallèle, concurrent direct de l'école de la Salpêtrière. Donc, l'école de Nancy et l'école de la suggestion. Et il dit, Hippolyte, dis Ambroise. Et il lui dit, tu devrais t'intéresser à l'hypnose parce que ça marche grave. Quand il dit ça marche grave, pour ceux qui font de la PNL, ils disent, ah tiens, c'était un kinesthésique. Parce qu'il parle avec un langage comme ça. Donc Hippolyte, tu fais, tu vois, je vois bien à quoi ça pourra nous servir, on va commencer à faire un traitement par la suggestion. Et donc il prend à bras le corps le sujet de l'hypnose, et ce cher Hippolyte, il crée l'école de Nancy qu'on appelle l'école de la suggestion, et le premier terme, qui est le soin par la suggestion, et qui est le mot psychothérapie. Donc ça, c'est un peu un héros. Je vous demande de l'applaudir. Et à côté, on met son concurrent direct, les Parisiens et les Nancéens. Normalement, c'est les Parisiens et les Marseillais. Et on sait qu'au foot, c'est qui gagne? Non, c'est Lyon. Bordel. Donc du coup, on a deux concurrents directs. Donc Jean-Martin Charcot, qui lui est neurologue et prof à cette école de la Salpêtrière, et monsieur Hippolyte de Bernheim, que j'aime bien aussi. Il faut les imaginer un petit peu à l'ancienne, avec les yeux, la veste, médecin, c'est sérieux. Et qui commence à se tirer dans les pattes. À qui sera le meilleur? À votre avis, c'est lequel le meilleur? Quand je les regarde comme ça, j'ai mon avis. C'est Charcot dont on a entendu le plus parler. Charcot, c'est celui qu'on a mis le plus en lumière. Parce qu'à la Salpêtrière, lui, travaillait sur l'hystérie. Vous connaissez l'hystérie, les principes, hein? Un petit peu, ça vous parle le mot hystérie? Donc il a créé un pandémonium. Oh, ça fait flipper, là, des coups. Et donc il prenait des patientes et des patients hystériques, il les plongeait en transe, et ce qu'il disait, c'est en fait, c'est comme si, c'était de la métrie qui disait ça, c'est comme si on avait l'homme-machine incarné. Quand il plongeait quelqu'un en transe, il avait l'automate, l'inconscient, et la personne, en fait, elle répondait, il fait « lève la main », elle lève la main, à tous les ordres, à toutes les suggestions. Donc lui, il a étudié les patients hystériques. Et coup de bol, à la Salpêtrière, c'est qu'il a reçu un grand nom, le cher Sigmund, qui lui étudie 29 ans. Vous connaissez Sigmund Freud? Un grand nom. Qui va étudier chez Charcot et qui lui est fasciné. Vraiment, là, il tombe des nues, des cieux, il arrive, petit jeune, il étudie chez Charcot, il fait « je suis impressionné ». D'ailleurs, là, on a une petite lettre de ce cher Freud, qui stipule, puisqu'il a étudié 6 ans chez lui, et je le cite en français dans le texte, donc il écrit à Martha Bernet le 4 novembre 1885, on remonte dans le temps, et il dit « Charcot est tout simplement en train de démolir mes conceptions et mes dessins. Bordel, non, ça je le rajoute, aucun homme n'a eu autant d'influence sur moi. » Vous imaginez la puissance du truc? Lui qui étudiait le transfert après, il est en plein transfert avec son idole, M. Charcot. Et après, il y en a un deuxième qui est pas mal, dans la lettre à son pote Fliss, donc c'est le 28 mai 1888. Et il était marrant, hein. On ne l'imagine pas marrant, hein, Freud, hein, quand on le voit dans les trucs avec le cigare. Et en fait, c'était marrant. J'ai en ce moment allongé devant moi une dame sous hypnose,
et je puis donc tranquillement continuer à écrire. Oh la classe. En gros, il reçoit un patient, il a plongé en transe, il n'a pas en fait l'ordinateur à l'époque, mais donc il continue d'écrire à ses potes. Donc finalement, en fait, moi, ça le rend plus humain, le bonhomme. C'est-à-dire qu'il y avait des doutes, et puis il vivait le truc, et puis il a étudié avec un grand bonhomme qui était aussi impressionnant. C'est vraiment le truc des Français, ils sont bons, ça commence à se disperser de par le monde, et là on a un pharmacien, alors que si je me rappelle bien, il est de Nancy aussi, et ce pharmacien, Émile Coué, la méthode Coué, vous connaissez hein? Moi j'imagine, je vous le fais, ça fait mal, donc je mets un coussin. Je vais bien, tout va bien. Et du coup, c'est vrai que ça finit par rentrer dans la tête. Et en fait, c'est de l'autosuggestion. Et donc, ce qu'il fait, c'est le premier qui fait ce type d'activité, c'est qu'il commence à se développer. Il fait la France, peut-être la Belgique, je ne suis plus sûr de mon goût. Il fait Londres, les États-Unis. Et là, quand il fait les États-Unis, on s'aperçoit qu'il commence à planter des graines. Il porte la bonne parole. Côté France, on continue. Pierre Janet, fondateur de la psychologie clinique. Et ce fondateur de la psychologie clinique, lui, il commence à adapter à tout ce qui est trauma. Donc comment on gère les traumatismes, et notamment par la suggestion et par l'hypnose. Au niveau des États-Unis, après la méthode Coué qui s'était dupliquée, il y a mon préféré, Milton Hyland Erickson. Il faut l'imaginer, c'était un monsieur qui avait vécu donc des choses difficiles dans l'enfance, donc notamment daltonien. Donc tu me disais tout ce qui était dyslexie, poliomyélite, donc des attaques de poliomyélite, il en a eu 2. Il faut l'imaginer derrière à la fin de sa vie, donc en fauteuil, paye pas de mine, donc en fait on s'en méfie pas. On n'est pas dans la posture de l'hypnotiseur classique qui dirait je vais faire ça, je vais te mettre en état d'hypnose, c'est moi qui sais et qui vais te faire entrer en état d'hypnose. Lui il était plutôt dans je laisse le choix apparent à mon patient pour choisir la méthode dont il va rentrer en transe. Donc en gros, il disait par exemple, vous préférez une transe profonde ou légère aujourd'hui? Ce qu'il disait, double lien, c'est, est-ce que tu veux hypnose ou hypnose? Et il est sympa, lui, il me laisse le choix. L'autre, il m'a dit dors. Il me crie, vous êtes gentil. Puis il s'adaptait au référentiel de l'autre. Et puis il racontait des histoires. Alors lui, il avait son ami John pour raconter des histoires. Il parlait souvent, quand vous lisez ses séminaires, « Ah tiens, en fait, mon ami John, il fait ça. » Qu'est-ce qu'il faisait quand il disait ça? La personne qui écoute, il parle de mon ami John. Il n'est pas en train de m'hypnotiser. Et en fait, oui. C'est ce qu'on appelle un sujet de paille. Et là, en fait, dans le sujet de paille, la personne, elle mettait toutes les suggestions. Donc du coup, vous avez le conscient d'un côté et l'inconscient. Ce que faisait Erickson, donc l'hypnose classique, ce serait « dors, je le veux ». C'est pas vraiment dormir, on répond aux ordres. Si on demandait à un hypnotisé, il sait qu'il entend l'hypnotiseur. Et il a moyen de résister, mais au plus on l'approfondit souvent, au plus il va plus avoir vraiment envie. Il se laisse porter. C'est ce qui t'est arrivé, non? Et donc, hypnose classique, dors. Il a sombré. Hypnose ericksonienne, c'est on va commencer à embrouiller le conscient. On lui jette des petits cailloux, ambiance Hansel et Gretel, petit chapeau rouge, je ne sais pas s'il faisait ça, petit pousset. Il est un petit peu paumé, lui. Il est parti faire pipi. Et du coup, il nous reste l'inconscient. Ce qui fait que quand il parle d'une histoire, M. Erickson, il dit, vous savez, mon ami John, lui, il se dit, qu'est-ce qu'il me parle? Relaxons-nous, pensons à rien d'autre qu'autre chose. Détendons-nous, au pire j'écoute l'histoire, elle est blindée de suggestions mais je ne le sais pas parce que du coup il ne me parle pas directement. Et c'est lui qui prend. Mais vous pourriez me dire comment on sait que la personne intègre les suggestions. Ça ce serait malin. C'est qui a pensé? Qui c'est qui va me la poser la question? Vas-y. Comment on sait que l'inconscient intègre les suggestions? Voilà, c'est une bonne question, je te remercie. Parce qu'en fait, on pourrait parler longtemps et on n'est pas sûr qu'en fait la personne prenne. On ne sait pas à quelle vitesse elle va prendre la suggestion. En ericksonien, on aime bien en fait poser un signaling. Un signaling, ce serait quelque chose dans le corps qui va se répéter, qui va bouger à chaque fois qu'on met une suggestion. Alors je le fais souvent, il y en a qui le connaissent quand on le fait en formation, je leur ai donné exactement cette induction. Vous êtes devant quelqu'un depuis un certain temps, vous êtes d'accord avec la personne, vous écoutez tranquillement.
Quand la personne vous demande un avis ou dit quelque chose, vous êtes plutôt d'accord, et au lieu de dire oui, en fait, vous faites. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous raconter une situation où vous êtes devant quelqu'un, la personne elle parle, vous dites oui, vous écoutez, et en fait plutôt que de dire oui avec la tête ou avec les mots, vous pourriez dire oui avec un doigt que j'ai fait en même temps. Vous dites oui. Et donc si là par exemple en ayant posé ça, je voyais des doigts qui bougent de manière frénétique, ce sera plutôt bon signe pour un ericksonien ou un hypnotiseur conversationnel. C'est ce qu'on appelle un signe. Non, mais... Non, mais je vérifie juste que ça marche bien. C'est bon, il tapote. Vas-y, cher doigt, tu peux y aller. Fais-le. Non, t'as le droit, fais-le à ton rythme. Alors, on a quelqu'un de réceptif au classique, donc du coup, l'ericksonien, c'est pour tout le monde. Elle en profite et conversationnelle encore plus. Mais donc, ça pourrait être un doigt qui bouge. Et ça pourrait être quelque chose qu'on a repéré chez l'autre et qui fait, par exemple, quand il intègre une suggestion, vous apercevez que la personne a un petit tic nerveux. Ou sinon, en fait, elle cligne les yeux par 2 fois. Pour dire oui. Une fois pour dire non. Et je prends tout. Ça pourrait être, je suis comme ça avec les yeux figés. Par contre, à un moment donné, c'est comme sur une voiture, les essuie-glaces, quoi. Il faut au moins le faire 2 fois. D'accord? Le fou rire, c'est un signe de transe aussi. Donc alors je suis souvent en transe alors. Si tu te le dis et que tu te le suggères, oui. Mais donc du coup, on s'apercevrait la personne en signe de transe quand elle rentre en état d'hypnose, on pourrait avoir des pupilles qui se dilatent. On peut avoir un sentiment de lourdeur, de chaleur, de froid. On pourrait avoir un fou rire, une distorsion du temps, une distorsion de l'espace. La salle est plus petite, la salle est plus grande. Un effet brouillard, une hallucination positive. On aurait plein de choses qu'on pourrait faire. Donc ça, ce serait des phénomènes. Et on pourrait vérifier chez l'autre, quand il intègre la suggestion, ça pourrait être soit... Mais ça pourrait être aussi autre chose. Ça pourrait être simplement que la personne, elle récupère notre métaphore, elle se l'approprie. Vous avez dit un truc, elle récupère la métaphore. Imaginons par exemple une personne qui dit moi au boulot, je me sens un petit peu oppressé, j'ai besoin de lâcher du lest, c'est vraiment trop lourd, c'est compliqué, non, c'est vraiment lourd. Et là, j'ai l'impression, en fait, madame ou monsieur, j'ai l'impression que vous êtes dans une montgolfière et que vous n'arrivez pas à décoller. Hein. Ah ouais, et qu'est-ce qu'on fait dans une montgolfière? Là, en fait, pour décoller, déjà, on coupe les cordes autour, on se laisse porter par l'air, et si on n'arrive pas à monter, vous le savez, il faut faire attention à ce qu'il y a en bas, on lâche un petit peu. Et là, la personne, à la fin de la séance, elle vous dit ouais, franchement, la montgolfière, là, c'est... Ouais, j'ai envie que ça décolle, le boulot. Quoi. Elle n'est plus dans un vocabulaire de lourd, difficile, mais plutôt dans un vocabulaire de légèreté. Puis elle vous parle de nuages. Après, elle pourrait reprendre carrément la suggestion à son avantage et dire moi, quand je rentre en état d'hypnose, il va se passer ça. Ça, c'est cool, c'est du pain béni. Qu'est-ce qui va se passer quand vous rentrez en état d'hypnose? Ah, moi, je pense que je vais avoir un fou rire. Je le fais souvent. Ah ouais? T'as le fou rire en premier. Ah. C'est-à-dire que la personne me dit ce qui va se passer, je le réutilise, je le ratifie, je le renvoie. Tiens, attrape, ping-pong, fou rire, boum. Et la personne le prend. Donc le mieux, c'est de demander à la personne ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer quand vous rentrez en état d'hypnose? Et la personne va vous le dire. Et vous avez juste à ratifier, à lui resuggérer. Donc Erickson, c'était plutôt une approche thérapeutique, permissive. Il laissait en apparence l'option de sortir de la suggestion.